Bonjour aux élèves de Terminal ES1 de la part de Monsieur Colpin. Il s'agit aujourd'hui de terminer le programme avec la loi uniforme. Donc présentons ça dans un cas concret. Officiellement, une baguette standard doit peser 250 grammes, mais même le meilleur boulanger ne peut faire une baguette qui pèse exactement 250 grammes. J'entends par là 250,0000, c'est pas possible. Il y a toujours une petite variation autour de 250 grammes. Et on appelle X la variable aléatoire associée au poids des baguettes. Donc X peut prendre la valeur par exemple 249,98, etc. Comme le poids espéré est de 250 grammes, le boulanger fera tout pour avoir une baguette dont le poids soit le plus proche possible de 250 grammes. Du coup, il est logique que la probabilité d'avoir une baguette pesant entre 240 et 250 grammes soit plus, je vous laisse réfléchir, que celle d'avoir une baguette pesant entre 230 et 240 grammes, je vous laisse réfléchir, qui sera plus, je vous laisse réfléchir, entre 220 et 230. Donc les trois intervalles ont la même largeur, 10 grammes, 10 grammes, 10 grammes, mais celui-ci est plus proche de 250 grammes que les autres. Donc comme le boulanger fait exprès de faire des baguettes entre 230 et 240, ici sera plus grand, entre 230 et 240, et là, ça sera plus grand aussi, etc. etc. Et puis pour certains intervalles, par exemple entre 200 et 210 grammes, il est quasi impossible que le boulanger se trompe autant. Et donc la probabilité, ce qu'on peut dire qu'entre 200 et 210 grammes de trouver une baguette est quasiment nulle. Alors ça, c'est contraire à l'exemple qu'on avait vu avec Olivier, qui voulait prendre son café chez Karine entre 7h et 7h45, et qui pouvait arriver à tout moment sans qu'il y ait de moment privilégié dans cette tranche horaire de 7h, 7h45. Et donc on avait utilisé une loi de probabilité de densité uniforme, et donc là, elle n'est pas uniforme. C'est pas une densité uniforme. Une loi de densité de probabilité uniforme, ça donnait une fonction constante. Là, c'est pas une fonction constante, la fonction à densité. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous la présente. Voilà une jolie courbe. Donc je vous laisse l'observer. Et vous répondez ensuite aux questions qui sont en dessous jusqu'à la partie C. Vous n'allez pas plus loin. Vous arrêtez là. Vous le faites au crayon à papier, vous mettez la vidéo sur pause et vous y revenez. Donc voilà, on y retourne. Donc que peut-on dire de la forme de cette courbe? C'est une courbe en forme de cloche qu'on appelle, ça vous pouvez le savoir, courbe de Gauss. Voilà. Elle possède, ça j'espère que vous l'avez vu, elle possède un axe de symétrie très important. Cet axe de symétrie est parallèle à l'axe des ordonnées. Petite remarque, cet axe des ordonnées ne coupe pas l'axe des abscisses en zéro. Cet axe de symétrie coupe l'axe des abscisses, donc je parle de l'axe de symétrie, les abscisses en 250. En 250. Et c'est égal, je vais développer pourquoi, à l'espérance. Alors l'espérance, c'est la valeur moyenne. Alors grosso modo, dans cette partie-là, ce sont des baguettes dont il manque du poids pour arriver à 250. De l'autre côté, ce sont des baguettes qui sont en excès de poids. Là, c'était des baguettes qui avaient un manque. Là, c'est des excès. Et en gros, les excès et les manques se compensent pour faire une moyenne de 250 grammes. Voilà comment j'explique la chose. Donc, se compense, et donc l'espérance, c'est 250 grammes. De gauche à droite, qu'est-ce qu'on peut dire de la courbure? Alors ici, elle est clairement convexe, ici, clairement concave, ici, clairement convexe. Donc voilà, elle possède donc deux points d'inflexion, puisqu'il y a deux changements de courbure. Ces deux points d'inflexion sont répartis symétriquement par rapport à l'axe de symétrie, et on vous demande d'estimer les coordonnées graphiquement, alors c'est toujours difficile, donc ici, par ici, 246,5 en abscisse, pour une ordonnée de 002, 004, 006, la moitié 007, et l'autre 253,5 en abscisse, et toujours 007 en ordonnée. Voilà pour ces deux points d'inflexion. Alors maintenant, comment est-ce qu'on détermine une probabilité qu'une baguette
se passe entre 249 et 251 grammes. Alors attention, la courbe qui est ici est une fonction à densité de probabilité, et donc les probabilités se calculent par une intégrale. Alors, pour trouver une intégrale graphiquement, il faut compter les carreaux, donc c'est l'air sous la courbe, donc entre 249 et 251 grammes. On y va, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y en a pas tout à fait 6, on va dire 5,9 ici, comme c'est symétrique, 5,9 ici, donc 11,8 carreaux. Alors, combien vaut un carreau en termes de probabilité? Là, c'est 0,02 multiplié par 1, l'aire d'un carré. Là, vous avez 1 cm, 1 gramme, pardon, entre 239 et 240. Donc, ça fait une probabilité de 0,02 par carreau. Voilà, 0,02 par carreau. Là, il y a un petit problème. C'est pas grave, mais ce sont des grammes. Mais ça ne change pas le résultat. Mais prenez ce qui est écrit ici. Donc on peut, en comptant les carreaux, estimer graphiquement la probabilité, sachant que c'est conditionnel, sachant que le boulanger est expérimenté entre 249 et 251. Donc ça nous donne 11,8 fois 0,02. Donc 0,236, presque 0,25, presque un quart. Donc le boulanger arrive à placer pratiquement un quart de ses baguettes dans un intervalle assez fin autour de 250 grammes, puisque 249, 251, ça fait pas beaucoup d'erreurs, hein, et il arrive à en placer un quart. Alors prenons maintenant un boulanger qui n'est pas expérimenté. Et vous voyez que la courbe est aussi en cloche, les échelles sont les mêmes, mais la courbe qui est ici, je dirais, est un peu plus pointue que la courbe qui est là. Alors ça donne quoi au niveau du même calcul entre 249 et 251? Alors 1, 2, 3, 4, pas tout à fait, mais on va dire 4. 4 fois 2, 8 carreaux, toujours avec 0,02 de probabilité par carreau. Voilà, ça fait 0,016, donc là, nettement moins bon que le boulanger expérimenté. Donc voilà, donc pour le boulanger expérimenté, c'est mieux que, beaucoup mieux que l'apprenti. Comparons ces deux courbes dessinées aux mêmes échelles, que peut-on dire? Celle-ci, elle est beaucoup plus aplatie, celle de l'apprenti beaucoup plus aplatie que celle du boulanger expérimenté. Alors, évaluation numérique de la dispersion d'une loi normale. Donc, on va évaluer numériquement l'aplatissement de la courbe. Et pour ce faire, l'outil qu'on va utiliser, c'est donc les points d'inflexion. On va utiliser l'écart entre un point d'inflexion et la valeur moyenne. Donc, si je prends... Voilà, c'est ce qu'on va faire. Si je prends la courbe de boulanger expérimenté, l'aplatissement, ça va être la distance sur l'axe des abscisses, hein, entre l'abscisse du point d'inflexion qui est ici avec l'espérance de 150. On pourrait prendre le point d'inflexion qui est de l'autre côté, hein, l'écart serait le même, il est de 3,5. Donc c'est ce qu'on va faire. Et ça, on appelle ça un écart type. Donc on va le remettre ici. Donc on caractérise la dispersion, l'aplatissement de la courbe à l'aide de l'écart entre la valeur centrale espérée et l'abscisse d'un des points d'inflexion. Cet écart est appelé écart type. Il se note sigma. Alors, il se note sigma. Et donc pour le boulanger expérimenté, hein, on avait 246,5 pour l'abscisse du premier point d'inflexion. L'écart avec l'espérance, ça nous fait 3,5. Pour le boulanger apprenti, alors le point d'inflexion, là, elle est clairement convexe. Là, ça devient concave. On va dire 244. Donc l'écart de 244 à 250, c'est 6. Donc l'écart type est de 6. Donc voilà. Donc l'écart type du boulanger expérimenté est bien plus petite que celle de l'apprenti. Alors, généralisation. Donc, ici, pour calculer les probabilités,
j'ai utilisé des intégrales et je les ai faites graphiquement. Mais vous allez me dire, mais oui, mais comment est-ce qu'on fait si on ne veut pas le faire graphiquement mais par le calcul, je vous répondrai en utilisant une intégrale. Oui, mais l'intégrale de quoi? L'intégrale d'une fonction densité à probabilité qui a cette tête-là. Alors elle est quand même très compliquée avec une exponentielle. Et donc c'est déjà rentré dans les machines. Pour vous, ça sera complètement transparent, mais c'est bien un calcul d'intégrale que fera la machine. Alors si je prends une Casio, voilà. Je vais dans Menu, je vais dans Stat 2, je vais dans Dist. Bon, je vais ralentir un peu. Donc, menu Stat, Dist, Normal, donc pour la loi normale. Et là, il y a NPD, NCD. Alors, NPD, c'est notre fonction à densité de probabilité pour la loi normale, mais c'est pas de la fonction dont on a vraiment besoin, c'est un calcul d'intégrale. Alors il est fait automatiquement ce calcul d'intégrale avec NCD. Donc c'est NCD qui calcule les intégrales qui relèvent de NPD qu'on va utiliser. Mais nous on n'utilisera qu'NCD, on n'a pas d'utilisation à faire de NPD. Donc NCD, on clique dessus. Alors, c'est assez intuitif, lower, upper, sigma, mu. Donc, lower, 249. Upper, 251. Sigma, 3,5. Et mu, 250. Exé. Voilà. Exé, donc... 0,224, nous on avait trouvé 0,236. Évidemment, c'est bien plus précis avec la calculatrice. Donc voilà pour Casio, Texas. Alors, malheureusement, j'ai qu'une vieille Texas à vous montrer qui n'est pas du tout intuitive, elle. Maintenant, là, les TI Premium CE ont des interfaces bien plus belles que celle-ci. Bon, je vous montre quand même. On fait deuxième distrib. Il faut l'allumer d'abord, ça sera mieux. Donc on fait deuxième distrib. Alors normal, PDF, c'est la fonction loi densité à probabilité, donc c'est pas vraiment elle dont on a besoin, c'est des intégrales qui dépendent d'elle, mais donc c'est la 2, c'est normal CDF. Voilà, alors là, sur ce vieux modèle, il faut savoir par cœur qu'il faut d'abord rentrer lower, donc 249. Virgule upper, mais sur les nouveaux modèles c'est beaucoup plus intuitif, 251. Ensuite il faut entrer l'espérance, 250. Et ensuite il faut entrer l'écart type 3,5. Voilà, elle affiche la même chose évidemment. Entraînez-vous avec votre machine à retrouver cette valeur. Enfin, avec les TI 4, les nouvelles TI 83 Premium, là, CE, les interfaces sont quand même beaucoup plus intuitives que sur cette vieille machine. Voilà. Donc on va la retirer. Donc pour vous, tout se passera à la calculette. À partir du moment où dans un exercice, on vous dira que c'est une loi normale. Donc les lois normales, c'est tout ce qui a été en relation avec les courbes en cloche. Donc dans ce genre de situation, les mathématiciens ont appelé les lois de densité de probabilité ayant ce type de représentation graphique, donc en cloche, des lois normales. Donc courbe en cloche, loi de probabilité à densité qui s'appelle loi normale. Donc, elles sont caractérisées par la valeur moyenne, très très importante, l'axe de symétrie de la courbe de la fonction à densité de probabilité. Donc, par où passe l'axe de symétrie. Et l'écart type qui mesure l'aplatissement, la dispersion des valeurs, sigma. Et tout ça, après, on le rentre dans la calculatrice et on choisit l'intervalle
sur lequel on va calculer une probabilité. Voilà, j'arrête ici, on fera une seconde partie, le polycopier n'est pas terminé la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, monsieur Colpin.